miraculeux. Bonsoir. Bonsoir. Semaine 4. Ça va? Pardon? À peine. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais aussi accueillir nos étudiants potentiels qui rendent visite à Middlebury entre ce soir et samedi. Ils et elles sont là, donc merci aux personnes qui les accueillent et qui vont les aider à parcourir le campus demain. Nous vous en sommes reconnaissants. Je voudrais tout d'abord remercier les assistants et les assistantes qui sont des personnes extrêmement importantes, car sans elles, nous ne pourrions pas vous offrir ces belles conférences. Alors merci aux assistants et assistantes et vous pouvez les applaudir. Alors ce soir, je suis très honorée de vous présenter Anne Muxel, qui est chercheur en sociologie et en sciences politiques et qui est actuellement directrice déléguée du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Elle est spécialiste des phénomènes de socialisation politique. Ses travaux portent sur la construction de l'identité politique dans le temps de la jeunesse. Elle a publié de nombreux ouvrages, certains sur le renouvellement des formes de politisation dans nos démocraties contemporaines, et elle a conduit plusieurs grandes enquêtes comparatives sur les attitudes et les comportements politiques des jeunes dans le cadre européen. Elle est aussi spécialiste des études sur la participation politique, et notamment sur la participation électorale. Elle analyse le comportement électoral et tout particulièrement l'abstentionnisme ainsi que les transformations du rapport au vote des citoyens, à la fois en France mais aussi en Europe. Oui, entrez, il y a plein de places, devant, sur les côtés, allez-y. Elle s'intéresse par ailleurs au phénomène de transmission intergénérationnelle et de construction de la mémoire individuelle et collective. Elle étudie les changements dans les systèmes de valeurs et de représentation sociale qui sont à l'œuvre dans la chaîne des générations, notamment dans le champ de la citoyenneté. Je dois me pousser parce que j'ai la lumière du projecteur en face. Enfin, elle développe un champ de recherche sur les phénomènes de politisation dans le cadre privé de la vie personnelle, affective et intime, et étudie les phénomènes politiques aux frontières de la sphère publique et de la sphère privée. Elle a publié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de très nombreux ouvrages, dont voici les plus récents. L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime, de 2021. Les Français sur le fil de l'engagement, avec Adélaïde Zulfikarpazik, j'ai prononcé ça correctement, oui, 2022. Une jeunesse engagée, de 2022 aussi. Ils ne m'ont jamais lâché, de 2024. Le vote sans issue, chronique des élections européennes et législatives 2024 en 2025. Pour conclure, j'aimerais d'abord mentionner qu'Anne fait preuve d'une très grande flexibilité ici à Middlebury, car elle enseigne à la fois dans le programme de 7 semaines et dans celui de 6 semaines. Dernière chose que j'aimerais mentionner, et qui n'est pas la moins importante, au contraire, en 2022, elle a été nommée chevalière de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur étant, je cite, le premier ordre national visant à honorer des citoyens français. C'est la plus haute distinction que l'on puisse recevoir et qui récompense les mérites éminents acquis au titre de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes. Fin de citation. Nous avons donc une chance incroyable à l'école de français, car nous y avons 2 chevaliers de la Légion d'honneur, Anne Muxel et Pascal Perrineau. Ce soir, la conférence d'Anne va porter sur le fossé des générations et elle va s'interroger sur ceci. Le fossé des générations, est-ce qu'il s'agirait d'une idée dépassée? Veuillez accueillir très chaleureusement Anne Muxel. Merci beaucoup Armelle pour ces mots d'introduction. Merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. 4e semaine, Armelle le rappelait, c'est une semaine où tout le monde est fatigué, les étudiants, étudiantes, les enseignants, enseignantes. Donc je suis d'autant plus touchée que vous soyez là ce soir pour venir réfléchir avec moi sur un sujet qui n'est pas particulièrement distrayant,
mais qui est un sujet bien sérieux. La question effectivement des générations, du conflit des générations, comment on peut percevoir en fait ce qui se tisse aujourd'hui dans la transmission qui se fait au travers des générations. Et avant d'oublier, bien sûr, parce que j'étais en train d'oublier, je voudrais remercier Lilia et Maëlle, tout particulièrement d'avoir su brillamment préparer cette conférence. Alors, avant de commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de génération? On va commencer cette conférence par faire un peu de point, faire un peu le point sur les notions, sur les définitions, parce que c'est vrai qu'on a tous en tête, et vous-même vous avez tous en tête, des tas d'images, des tas de savoirs préconstruits sur ce qu'est une génération. On en entend parler tout le temps, les générations sont nommées, appelées, on leur fait dire tout et n'importe quoi. Mais au fond, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une génération et à partir de quand on peut vraiment s'autoriser à parler d'une conscience de génération, c'est ce que l'on va voir. Donc, je vais vous proposer d'abord de définir qu'est-ce qu'une génération, ensuite de se demander qu'est-ce qu'un fossé de génération, et puis passer encore à un cran au-dessus. À partir de quand peut-on parler de conflit entre les générations? Parce que tout ça, ce sont des mots qui vous sont familiers, fossé des générations, conflit des générations, mais aussi guerre des générations, qui est effectivement le stade le plus important. À partir de quel moment peut-on parler de guerre des générations? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une génération? Alors, évidemment, le sens le plus usuel, si j'ose dire, c'est le sens démographique. Une génération est constituée, c'est une même cohorte de naissance, CSL. Au sens démographique, une génération comprend tous les bébés qui sont nés il y a l'année, par exemple, 2025. C'est une génération, une cohorte, une génération. Mais évidemment, ce n'est pas ce sens démographique qui va nous intéresser ici. C'est bien le sens sociologique, le sens anthropologique, le sens historique que l'on va bien davantage retenir. Et alors pour nous amener, on va dire, à une précision et pour que l'on soit d'accord ce soir sur la façon dont on va entendre la notion de génération, j'ai convoqué trois auteurs, disons, il y en a, j'aurais pu en convoquer évidemment beaucoup plus, mais qui trois en tout cas sont incontournables sur cette question de la génération. Deux auteurs classiques, tout d'abord, qui ont fortement influencé l'analyse de ce thème, le sociologue allemand Karl Mannheim et l'anthropologue américaine Margaret Mead. Alors commençons par Karl Mannheim. Donc il y a une approche vraiment de sociologue, c'est une des premières approches en tant que sociologue de la question de génération. Il a publié un livre qui s'appelle Le problème des générations en 1928 et il souligne que les classes d'âge proches, donc il ne s'agit pas simplement d'une année de naissance, mais des classes d'âge proches peuvent former une génération potentielle car elles partagent une même situation de génération. On peut imaginer aujourd'hui que des personnes qui sont nées dans un espace de temps de 10 ans, 20 ans, peuvent éventuellement partager une même situation de génération. Ça ne veut pas dire qu'elles auront une conscience de génération, que ce sera une génération. Parce que pour qu'elles deviennent effectivement une génération, au sens qui nous occupe ici, elles doivent avoir conscience de participer à un destin commun. C'est ce qui fait qu'on pourra se considérer comme appartenant à une génération. Et donc, Karl Mannheim a développé cette idée d'unité de génération. Il faut qu'il y ait effectivement un événement extérieur, par exemple un événement politique, qui peut tout à coup faire en sorte d'agréger finalement un certain nombre d'individus de classes d'âge proches, mais pour qu'elles puissent avoir la conscience d'appartenir une génération. Et même dans ce cas, on verra, parlons par exemple de quelque chose qui nous est très familier en France, la génération mai 68, on a beaucoup parlé de la génération mai 68, mais tous les jeunes en mai 68 n'étaient pas sur les barricades, tous les jeunes en mai 68 n'étaient pas des révolutionnaires. Mais on a considéré que c'était un événement suffisamment fort,
suffisamment, qui a amalgamé suffisamment de personnes et qui surtout a suscité dans l'espace public effectivement cette révolution politique pour que ça reste un marqueur social et historique d'une époque. Et à ce moment-là, on peut effectivement parler d'une génération. Alors, Margaret Mead, dans son livre Le fossé des générations, alors son livre est publié beaucoup plus tardif, c'est les années 70, donc les années 70 c'est tout un contexte, et elle s'intéresse, elle, à la question de la transmission entre les générations, et elle a mis au point une grille d'interprétation où elle différencie ce qui relève d'une culture post-figurative, d'une culture co-figurative ou d'une culture préfigurative. Donc dans la culture préfigurative, eh bien, ce sont les anciens qui transmettent de façon verticale aux générations suivantes la culture. Dans une culture co-figurative, il y a déjà moins de verticalité, plus d'horizontalité. Et dans une culture post-figurative, eh bien, c'est l'inverse. On est dans le cas d'une transmission à rebours, et c'est plutôt les jeunes dans une société qui vont transmettre beaucoup plus de choses aux générations plus âgées. Et évidemment, le travail de Margaret Mead va nous servir, nous, à réfléchir et à comprendre aussi ce qui peut se jouer. Et puis enfin, Pierre Nora, l'historien Pierre Nora, est un historien qui a beaucoup compté, qui est disparu de façon tout à fait récente en France, et qui a beaucoup compté, puisqu'il est à l'origine d'une œuvre magistrale qui s'appelle Les lieux de mémoire, et où il a effectivement dirigé une œuvre considérable sur des dizaines d'années pour produire cet ouvrage collectif pour identifier justement non seulement des marqueurs générationnels, mais tous ces lieux de mémoire qui, par exemple, mai 68, je reprends toujours cet exemple, il en fait un lieu de mémoire. Tous ces lieux de mémoire qui marquent l'histoire collective de la France et qui, du coup, nous introduit dans notre définition, dans notre effort de définition, la question de l'histoire, la question du temps et la question de l'inscription dans l'histoire. Ça, c'est ce qui explique aussi une génération. Et donc, on va démarrer cette réflexion avec cette question: la rupture est-elle nécessairement constitutive de l'émergence d'une génération au sens social, culturel et politique du terme? Pour qu'il y ait génération, est-ce que ça suppose finalement de se couper, de rompre avec les générations précédentes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un événement fort, un marqueur fort qui fait qu'on passe à autre chose? Alors voilà pour la question de la définition. Maintenant, fossé des générations. L'image que j'ai trouvée est très... et parle d'elle-même. Finalement, elle parle d'elle-même parce qu'il y a le livre qui représente comme ça un symbole de la transmission, symbole de la culture, symbole des connaissances, symbole du savoir, etc. Et en fait, voilà, les choses peuvent éventuellement s'affaisser, voire s'écrouler, le pont peut ne plus se faire, et donc à ce moment-là, le fossé intervient. Alors, fossé des générations, je vous propose de le considérer de la façon suivante. C'est une situation dans laquelle les personnes âgées et les plus jeunes ne se comprennent pas en raison de leurs expériences, opinions, habitudes et comportements différents. On peut, par exemple, penser à la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a une fracture numérique indéniable entre les plus jeunes et les plus âgés. On en fait tous l'expérience dans nos familles. Et je ne me mets pas du tout parmi les plus jeunes. J'essaie de courir, moi, après le numérique, pour ne pas tomber dans le trou, justement. Mais voilà. Mais ça peut être aussi des écarts d'opinion. On va le voir, des écarts d'opinion entre les jeunes et les plus âgés, mais sans qu'il y ait de franche opposition. On constate des écarts, on constate des différences qui sont liées à des époques différentes. Les individus ont été socialisés à des époques différentes, mais ça ne suscite pas forcément de franches oppositions. On peut entendre donc cela comme un fossé des générations.
Alors maintenant, si on parle de conflit des générations, ça va un petit peu plus loin. Parce que, en fait, un conflit entre des membres de générations différentes, en particulier bien sûr entre les jeunes et les adultes, un conflit, c'est quelque chose qui est marqué d'abord par des clivages plus forts, des oppositions, des divergences, mais aussi des préjugés mutuels. Hein, quand on commence à renvoyer les générations dos à dos en leur reprochant un certain nombre de griefs, en ayant un certain nombre de préjugés, et par exemple à l'encontre des jeunes, il y a beaucoup de préjugés hein, qui traînent, on va le voir, je vais y revenir, et bien là, voilà, il peut y avoir un conflit de génération. Et donc, là, dans le cadre d'un conflit, il y a des valeurs divergentes qui s'opposent, mais aussi éventuellement des conflits d'intérêts. Par exemple, la crise liée à la pandémie de Covid-19 récente a été l'occasion de réactiver cette idée d'opposition entre les générations, cherchant à opposer d'un côté les jeunes qui seraient une génération sacrifiée par les mesures qui étaient prises justement de distanciation sociale, qui étaient faites notamment surtout pour préserver les plus âgés, mais qui mettaient en péril les études, les conditions d'insertion professionnelle des jeunes, le fait que le temps de la jeunesse n'est pas un temps où l'on doit vivre confiné, et donc pénaliser bien davantage les jeunes générations que les générations plus âgées. Et donc à ce moment-là, il y a eu dans le débat public, dans le débat politique, des tentatives finalement hein, d'instauration de cette idée de conflit des générations, c'est-à-dire de relative injustice qui était faite aux jeunes par rapport aux âgés, aux plus âgés. Alors la guerre des générations, à partir de quel moment? Alors il y a des sociologues, des intellectuels, des essayistes, etc., des sociologues qui évoquent l'idée de guerre des générations. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par guerre des générations? Le fait qu'il y ait des tensions croissantes, donc on passe du conflit à la guerre, des tensions croissantes entre les générations qui du coup se renvoient vraiment des griefs dos à dos, et dans le cadre d'enjeux concurrentiels, hein, justement, pour leur positionnement respectif dans la société. Aujourd'hui, les plus âgés ont trop, ils sont privilégiés, ils ont des bonnes conditions de retraite, ils ont plus de moyens, de meilleures conditions de vie. Les jeunes, eux, de leur côté, sont complètement pénalisés et subissent finalement tout ce que les baby boomers, on y reviendra, ont pu capitaliser et au détriment de la jeunesse. Là, on est dans quelque chose qui peut laisser penser à une idée de guerre hein, des générations, guerre pour finalement, voilà, pour, qui s'exprime pour prendre place finalement dans la société. Et donc, la génération des boomers, là, à ce moment-là, on lui reproche évidemment beaucoup de choses et d'être en partie responsable de la situation de la planète aujourd'hui en raison de son mode de vie, de son mode de consommation, de la détérioration écologique de la planète, etc. Donc on aurait d'un côté dans cette guerre des générations des boomers privilégiés et de l'autre côté versus des jeunes sacrifiés. Là, ce serait la guerre. Alors on va voir ensuite dans des exemples très concrets comment toutes ces nuances, fossés, conflits, guerres peuvent coexister. Hein. C'est pas non plus, tout ça n'est pas complètement autonome. Alors, il y a une autre question aussi qui se pose et qui poursuit la définition que j'ai cherché à vous donner. Par rapport à ces usages communs que l'on a du mot de génération, il faut se poser la question, quand un comportement devient-il générationnel? C'est-à-dire, quand un comportement devient-il spécifique à une génération? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai des comportements qui me différencient complètement, par exemple, des comportements que pouvaient adopter mes parents. Même chose avec mes enfants. Et pour cela, il faut évidemment distinguer les effets d'âge, des effets de génération
et des effets de période. Effet d'âge, bon, alors je vais aller très vite. Effet d'âge, c'est des effets qui sont liés à ce temps de la vie. Mes étudiants du niveau 4 ont bien travaillé avec moi là-dessus, propre à ce temps de la vie. Quand on est jeune, bah, on est dans un moment du cycle biographique de sa vie qui n'est pas celui que l'on vivra ultérieurement. Le temps de la jeunesse est spécifique. C'est un temps d'expérimentation, un temps d'apprentissage, un temps de négociation entre tout ce dont on a hérité en termes de transmission de valeurs, de transmission politique dans sa famille, mais aussi de transmission des savoirs au travers de l'école, etc. Temps d'héritage qui rentre en relation avec un temps d'expérimentation, où l'enfant, l'adolescent, le jeune va s'autonomiser progressivement, et en s'autonomisant progressivement, il va faire d'autres rencontres, d'autres milieux, il va s'ouvrir à d'autres sphères d'expérience sociale, politique, etc. Donc, les effets d'âge, c'est des effets qui sont liés vraiment à l'âge, au fait d'appartenir à ce temps de la vie. Et par exemple, on peut considérer, il y a cet adage qui est en partie vrai, en partie faux, mais je ne vais pas forcément développer ça ici, mais pour bien comprendre ce qu'est un effet d'âge, on dit révolutionnaire à 20 ans, conservateur à 60. Là, on est effectivement dans l'effet d'âge, où on considère qu'effectivement la radicalité politique, le désir de changement, de révolution, de transformation sociale est plus fort quand on est jeune que quand on est âgé. Ça, c'est l'effet d'âge. L'effet de génération, c'est effectivement, vous l'aurez compris au travers de ma définition, c'est quand une conscience d'appartenance à une génération déborde simplement les seuls effets d'âge, ça peut englober un peu plus de monde, et c'est à partir du moment où un événement ou une situation sociale, économique, politique, une guerre, ça peut être aussi une guerre. Hein. On a par exemple parlé, voilà un autre intitulé, la génération de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire une génération qui en France a été directement touchée par la guerre d'Algérie. Soit parce que c'était une génération qui a été envoyée sous les drapeaux en Algérie pour se battre, mais soit aussi parce que ceux qui n'y étaient pas ont pu prendre des positions. Il y avait des positions à prendre, des positions politiques par rapport à cette guerre. Donc c'est un événement fort. Voilà, ça c'est effet de génération. Et puis enfin les effets de période, parce que il y a des effets d'âge, des effets de génération, et les effets de période, c'est ce qui est lié à une époque plus largement, et qui touche en fait toutes les classes d'âge, toutes les générations, à un moment donné. Hein, s'il y a une guerre, ça va évidemment impacter de façon différente les générations, puisqu'il y a celles qui vont peut-être devoir être mobilisées et partir à la guerre, mais ça va forcément impacter aussi toutes les autres générations. Donc c'est des effets de période. Et là, il y a un exemple très simple, par exemple l'abstention. Hein, l'abstention, qui est un comportement électoral qui, dans nos sociétés démocratiques, a tendance à augmenter, quelles que soient d'ailleurs nos sociétés. Les jeunes sont plus abstentionnistes que les autres, hein, mais les autres, en même temps, au fil du temps, il y a un effet de période qui fait que l'ensemble du corps électoral, l'ensemble du corps social est aussi plus abstentionniste. L'abstentionniste, en tant que comportement politique, je ne vais pas l'analyser ici, mais a gagné l'ensemble des classes d'âge. Et donc les jeunes, à ce moment-là, ne font que amplifier, augmenter un phénomène qui concerne l'ensemble du corps social. Et là, effectivement, on est dans le cadre d'un effet de période. Et vous voyez bien que ce qui est difficile, justement, hein, c'est que ces différents effets sont souvent imbriqués. Et que si on doit traiter de la question de la participation électorale, par exemple, des jeunes, eh bien, il faudra parler à la fois des effets imbriqués de l'âge, de la génération et de la période pour effectivement faire une analyse de la situation. Alors, ensuite, les générations, après les avoir définies, on les nomme, hein, ces générations. Et on les nomme de façon assez arbitraire. Et depuis un certain temps avec des lettres. Génération X, génération Z, génération
Y, alpha, bêta maintenant, etc. Non, alpha maintenant, bêta avant, etc. Bon, non, alpha maintenant, bêta maintenant. Je m'en mêle. Donc, en fait, les générations, vous le voyez, sont enfermées dans... il y a à la fois une définition démographique, puisqu'elles sont de façon arbitraire et normative, scandées en fonction de périodes temporelles, mais en même temps, elles vont être interprétées sociologiquement, anthropologiquement, elles vont être quasi personnifiées. On va évoquer les traits de la génération Z, qui vont s'opposer effectivement à la génération précédente, à la génération Y. On va aussi identifier les traits de la génération alpha, les plus jeunes, qui se démarquent de la génération Z. Donc vous voyez qu'il y a un mélange à la fois dans la façon de nommer les générations, de la démographie, hein, de l'arbitraire démographique, de la norme démographique, et de la façon dont elles sont ensuite présentées, utilisées, nommées dans la société. Alors, juste une petite précision, d'où viennent ces appellations X, Y, Z, alpha, bêta, etc. C'est en 1965, et ça vient des États-Unis, voilà, et donc ça maintenant, c'est devenu une convention internationale. C'est en 1965 que les générations commencent à porter une lettre de l'alphabet. Et ce sont des journalistes, à la base, du magazine Lifestyle britannique. Non, pardon, c'est pas les Américains, c'est les Britanniques. Enfin, c'était, je pense, beaucoup aussi influencés par les États-Unis, qui ont commencé à valoriser ces termes. Alors, génération X, tout d'abord, c'est la génération qui se cherche. X, pourquoi? Parce que X, ça veut dire que c'est quelque chose de mal identifié. Hein, c'est une génération 1965-1980 qui vient après la génération des boomers, qui n'est pas effectivement sur ce graphique, puisque les boomers, ils ne sont pas désignés par une lettre. Donc la génération X, c'est un X qui incarne dans l'imaginaire collectif les doutes des classes d'âge nées au moment de l'entrée du monde occidental dans la crise économique. C'est en fait la racine de ce X. Y, donc ce sont des jeunes qui sont nés entre 1980 et 1996, qui seraient plutôt caractérisés par leur utilisation des outils de communication modernes. On a souvent pensé que c'était le Y de l'utilisation des écouteurs, des smartphones, etc. Des Walkman au début. Bref, la génération Y, elle est aussi appelée génération millennials. Hein, c'est-à-dire c'est aussi la génération qui s'oppose souvent de façon caricaturale à la génération de leurs parents, c'est-à-dire les boomers. La génération Z, alors elle est vraiment née pleinement avec les technologies numériques et surtout Internet, et les utilise au quotidien, on y reviendra. Surnommée aussi en référence aux boomers, les zoomers, la génération Z. Et puis enfin, la génération alpha, c'est vraiment les plus jeunes, qui est la dernière identifiée aujourd'hui. Ce sont vraiment les enfants du millénaire, parce qu'ils sont nés entre 2010 et 2025. Et ce sont ceux qui sont complètement nés au XXIe siècle et qui donc seraient dans un renouveau. On ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont... il y a un psychologue, Twenge, j'ai trouvé ça, qui a proposé de les nommer polars, en référence à la polarisation politique dans laquelle ils évoluent aujourd'hui. Cette polarisation politique est très sensible dans beaucoup de pays, mais aussi aux enjeux climatiques, la fonte de la calotte glaciaire à laquelle ils sont particulièrement confrontés. Donc, voilà, on a des lettres qui sont des repères et qui désignent ces générations. On a aussi des images stéréotypées, j'en ai parlé, des générations qui désignent des générations selon les événements historico-politiques. Aux États-Unis, dans l'histoire américaine, si j'évoque la génération du New Deal, vous voyez ce que c'est. Donc, en fait, c'est des étiquettes qui viennent se substituer
à cette description simplement démographique. La génération 68, j'en ai parlé, la génération de la guerre d'Algérie. On a même évoqué la génération Covid pour signaler que les jeunes qui ont été jeunes dans ces années tout à fait inédites et imprévues, en tout cas pour notre époque, seront marqués durablement. Hein. L'idée d'une génération, c'est que une génération va être marquée durablement par un événement, et donc que les jeunes d'aujourd'hui seraient marqués par l'expérience du Covid, d'où l'idée de génération Covid. Et puis, il y a beaucoup aussi, concernant les jeunes, d'images assez négatives, de stéréotypes assez négatifs, pauvre génération, on a parlé des pauvres générations, parce que depuis la nuit des temps, on soupçonne toujours les jeunes, et c'était déjà vrai des philosophes de l'Antiquité, qui considéraient toujours que les générations suivantes seraient de toutes les façons beaucoup moins bien qu'elles, feraient beaucoup moins bien, étaient irresponsables, voilà, et que c'était très difficile de leur confier les rênes de l'avenir de la société. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a cette idée de pauvre génération, c'est-à-dire de ces jeunes qui ne s'intéressent à rien, qui se désengagent, désinvestissent. Fausse idée, génération snowflakes, c'est aussi quelque chose, vous avez sûrement entendu, parce que ça vient des États-Unis. Les jeunes seraient devenus tellement fragiles qu'ils fondraient comme un flocon de neige, ils ne seraient pas plus résistants qu'un flocon de neige. C'est aussi sans doute quelque chose d'extrêmement faux et des préjugés faux. Je me suis beaucoup positionnée là-dessus. Les jeunes font preuve de beaucoup de résilience aujourd'hui dans notre époque face à toutes les crises concomitantes auxquelles avec lesquelles ils doivent s'arranger. Génération sacrifiée, on a vu ça déjà tout à l'heure. Et vous verrez d'ailleurs que les jeunes, très souvent, sont contre ces appellations négatives. Hein. Et par exemple, c'est souvent les adultes, hein, les plus âgés, qui envoient ces images toutes faites, ces appellations de génération dans lesquelles les jeunes ne se reconnaissent absolument pas, généralement. Alors, en quoi le regard porté sur les générations? Pourquoi j'ai eu envie aussi de vous proposer cette conférence ce soir? Pourquoi ça me semble être un sujet intéressant? En quoi les générations intéressent-ils nos sociétés? Il me semble que c'est pour 4 grandes raisons. D'une part, parce que on se pose au travers de la question des générations cette question centrale qui est de la continuité de nos sociétés, de la continuité de nos civilisations, de nos régimes politiques, de nos croyances, de nos valeurs, et aussi de la transmission hein, de ces modèles, de ces croyances, de ces valeurs. Donc, par exemple, dans quelle mesure allons-nous pouvoir continuer à transmettre, faire vivre le modèle démocratique dans nos sociétés et dans tout ce qui se passe? Dans quelle mesure allons-nous pouvoir continuer à défendre un certain nombre de valeurs, par exemple, qui sont celles de la démocratie. Bref, en tout cas, d'un point de vue fondamental, sociologique, anthropologique, c'est au travers de la notion de génération que peut s'interroger la question de la transmission. Il n'y a qu'à voir dans l'espace privé, si on quitte maintenant l'espace collectif, celui des sociétés, dans une famille, un parent qui va être confronté à ses enfants va nécessairement se poser la question de quoi lui transmettre de ce que je suis, de ce à quoi je crois, de ce que j'ai compris, quoi lui transmettre en termes de valeurs, en termes symboliques, sans compter bien sûr aussi les transmissions économiques, matérielles, etc., le patrimoine et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça nous permet, au travers de la notion de génération, d'interroger effectivement toujours cette force dans la société de continuité et de transmission qui permet à une société de se reproduire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en posant la question des générations, on s'interroge certes sur la transmission, la reproduction, mais aussi sur le changement. Parce que c'est aussi par les générations que le changement intervient, que les nouvelles valeurs interviennent, que le changement politique, le changement social peut aussi intervenir. Hein. Donc, c'est en s'intéressant à ça, à la génération, eh bien, on voit aussi l'émergence de nouveautés. Hein. Et une société ne peut pas se reproduire à l'identique sans que jamais les choses changent. Même chose dans une famille, on ne peut pas, si on veut
que les valeurs se transmettent, si on veut qu'une mémoire, par exemple familiale, se transmette, on ne peut pas faire en sorte qu'elle se reproduise à l'identique, pour qu'elle reste vivante. Il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des adaptations à faire avec le temps. Troisième raison pour laquelle il est intéressant de regarder les générations, c'est que ça dit aussi l'état de la cohésion sociale, de l'état de la cohésion d'une société à un moment donné. S'il y a trop de fractures entre les générations, s'il y a trop de fractures entre les groupes sociaux, eh bien, effectivement, la cohésion de la société est mise à mal et ça peut créer toutes sortes de dysfonctionnements. Et puis enfin, génération, pourquoi? Parce qu'effectivement, génération ouvre sur le futur et que ça permet de penser aussi au futur. Et au futur, à quel futur, hein, génération, c'est évidemment quelque chose qui est une dynamique, un mouvement, hein, qui prépare l'histoire qui participe à l'histoire d'une société en mouvement. Alors par rapport à la problématique que j'ai soulevée au tout début, peut-on encore parler de fossé des générations ou est-ce que c'est une idée dépassée? Je vais maintenant vous présenter deux aspects, des indices de rapprochement entre les générations et puis, au contraire, des indices de divergence entre les générations. Et après, ça, on pourra se faire une idée. Alors, des indices de rapprochement entre les générations. Premier indice de rapprochement dans les générations, c'est que dans la vie privée et la sphère familiale, plutôt qu'il y ait de plus en plus d'écart, il y a au contraire de plus en plus de rapprochement et que la solidarité intergénérationnelle, qu'il s'agisse d'une solidarité au plan économique ou au plan affectif, au plan symbolique, au plan relationnel, n'a jamais été aussi importante qu'elle n'est aujourd'hui. Dans un contexte effectivement de vulnérabilité sociale pour beaucoup de segments de la société, la famille reste un élément refuge, un soutien très fort. Certes, elle s'est fragilisée avec les divorces, les séparations, mais les liens intergénérationnels se sont au contraire renforcés. Dans une enquête publiée en 2022 auprès d'un échantillon de jeunes français, 69% des jeunes déclarent que leurs parents les aident juste comme il faut. 18% pensent même qu'ils les aident trop, et seuls 13% considèrent ne pas être assez aidés. Donc il y a cette solidarité entre les générations dans l'espace privé, dans le cadre familial, qui ne nous autorise pas à parler d'un fossé des générations. Et dans la même enquête, 83% des jeunes, quasiment la majorité, largement, quasiment la totalité, considèrent que les relations avec leurs parents sont faciles, très ou plutôt faciles. Donc très peu de tension aussi à l'intérieur des familles. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension dans les familles. Mais globalement, elles sont plutôt extrêmement réduites. Ou quand il y en a, eh bien, du point de vue de la représentation que les jeunes en ont après, eh bien, ça fait partie de leur vie. Les disputes peuvent peut-être faire partie, mais bien au fond, c'est pas comme ça, d'une façon antagoniste, qu'ils vont définir les relations qu'ils ont avec leurs parents. Alors, autre indice de rapprochement entre les générations, et ça vous le voyez sur ce graphique qui est lui-même très parlant, c'est ce que l'on appelle l'indice de libéralisme culturel, qui est désormais transgénérationnel. Alors l'indice de libéralisme culturel, c'est un indice qui a été construit par des sociologues qui s'appellent Gérard Grimbert et Étienne Schweizbusch, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ces noms, qui ont construit un indicateur qui rassemble un certain nombre d'opinions qui permettent de mesurer le degré de permissivité au niveau des mœurs, au niveau des relations entre les individus,
Finalement, cet indice de libéralisme culturel, il s'oppose en fait à une vision d'ordre, d'autorité. Hein. Et donc là, il est composé de la somme des réponses de tolérance à l'égard de l'homosexualité, de l'avortement, du divorce, de l'euthanasie, du suicide, hein, en l'occurrence sur ce graphique. Et là, ce que vous voyez très bien, c'est entre 1981 et 2018, aujourd'hui ce serait peut-être encore plus rapproché, c'est qu'en 1980, il y avait beaucoup plus d'écart entre les jeunes, hein, et leurs aînés sur cet indice de tolérance, sur cet indice de libéralisme culturel, et qu'au fil du temps, hein, c'est-à-dire, donc on arrive à 2018, c'est-à-dire 40 ans plus tard, eh bien, cet indice de libéralisme culturel, maintenant, il concerne toutes les générations. Alors, de ce point de vue-là, il y a aussi un rapprochement entre les générations. Et puis enfin, dernier indice, avant-dernier indice, il n'y a pas d'expression politique d'une lutte de génération. C'est-à-dire, on ne discerne pas dans l'espace public d'opposition entre les jeunes et les vieux. On ne discerne pas, mais il y a une exception à ça, j'y reviendrai, c'est la question environnementale et l'écologie, mais on verra. Mais globalement, ce n'est pas des questions de génération et d'âge qui organisent les expressions de la politisation des jeunes aujourd'hui. Et en témoigne cette photo, On ne mourra pas au travail, qui est une photo qui a été prise lors des mobilisations des Français contre la réforme de la retraite, où les jeunes ont été extrêmement engagés, se sont beaucoup mobilisés dans ce mouvement de contestation de la réforme des retraites. On pourrait penser que la réforme des retraites, c'est quand même pas leur préoccupation première, mais il y avait sans doute une synergie d'une problématique jugée intergénérationnelle pour laquelle ils se mobilisaient. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'expression politique d'une lutte des générations, à l'exception, on va le redire, et c'est pas rien, de la question environnementale. Et donc, on peut conclure sur cette partie à un amenuisement du fossé des générations, qui était, ce fossé des générations en tout cas, qui était archétypal des années 60-70. Vraiment, il y avait vraiment des oppositions très nettes, et je pense qu'aux États-Unis aussi, entre la jeunesse des années 60-70, qui luttait pour les droits civils, qui luttait pour plus de permissivité sexuelle, pour la contraception, pour l'avortement, etc., le féminisme, la montée du féminisme. Là, il y avait vraiment quelque chose où les générations se heurtaient. Hein. Là, on voit bien que ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, une majorité des Français pensent que les désaccords entre les plus âgés et les plus jeunes sont surmontables. Les moins de 30 ans sont moins affirmatifs, mais l'opinion contraire ne l'emporte pas. Hein. Ils ne sont que 38% à considérer que quand même il y a des désaccords. Seul un tiers des jeunes pensent que leur génération est sacrifiée. 24% de l'ensemble des Français. Mais ça veut dire que les 2 tiers des jeunes ne pensent pas que leur génération est sacrifiée. La génération aussi, contrairement à bien des stéréotypes, n'est pas considérée comme un marqueur important de l'identité. De moins en moins, la question de l'âge est de moins en moins un marqueur. 26% des Français se définissent d'abord par rapport à elles et seulement 20% des jeunes. Ça veut dire que quand on demande aux Français à partir de quoi ils se définissent le plus en tant qu'hommes, en tant que femmes, par rapport à leur métier, et au milieu de tout cela, leur génération, eh bien, le marqueur générationnel n'est mis en avant que par une minorité, et très peu par les jeunes, 20%. Et parmi un ensemble, enfin dernière question, dernier indice, parmi un ensemble de fractures menaçant la cohésion nationale, les Français classent en dernier les fractures générationnelles. Seuls 14% l'évoquent, alors qu'ils sont 56% à citer les fractures religieuses, 44% les fractures économiques et sociales, 41% les fractures politiques entre la gauche et la droite. Donc
fracture générationnelle, ce n'est pas quelque chose qui est conscientisé comme un problème dans la société française aujourd'hui. Mais, donc j'en arrive à mon deuxième point, que si le fossé entre les générations s'est globalement réduit, des lignes de faille existent quand même dans le renouvellement générationnel. Et là, vous avez un très bon exemple de ces lignes de fracture entre les générations, où vous avez ce face-à-face entre Greta Thunberg et Donald Trump. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la question environnementale est aujourd'hui quelque chose qui, si ce n'est fracture les générations, en tout cas est un enjeu de crispation entre les générations et en tout cas un enjeu de politisation dans les jeunes générations. Pour beaucoup de jeunes, la question environnementale, le combat écologique est effectivement un enjeu de crispation et de politisation. J'aime beaucoup, puisque vraiment c'est vraiment pour notre conférence, c'est en anglais donc je ne le dirai pas, mais c'est vraiment tout à fait révélateur de la façon dont les âges et les générations peuvent justement s'opposer. Et puis c'est cette expression OK boomer, je pense que vous la connaissez, qui maintenant s'est beaucoup répandue, OK boomer, et qui est partie de cette adresse d'une jeune députée néo-zélandaise qui lança la première cette réflexion, cette boutade, on va dire, contre un député plus âgé qui la contredisait dans l'hémicycle à propos de l'urgence de mesures à prendre en matière de réchauffement climatique. Et donc, cette jeune députée néo-zélandaise a lancé comme ça à ce vieux député un peu froment sûrement, OK boomer, ça suffit là, on n'a plus besoin de vous écouter. Si la planète est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est à cause de vous, donc vous n'avez plus votre mot à dire. Le futur, c'est pour nous, la planète, c'est nous qui en héritons, et c'est à nous maintenant de prendre des décisions. Donc, OK boomer est peut-être un élément qui marque aujourd'hui une fracture générationnelle importante. Beaucoup de jeunes dans le monde, et en France aussi, ont participé aux marches pour le climat, entraînées par Greta Thunberg, qui était très jeune quand elle a commencé, 14 ans. Voilà, c'est quand même quelque chose qui laisse des traces. Il y a des pays dans lesquels il y a eu beaucoup de jeunes, très jeunes, qui ont suivi ces marches. Les Philippines, l'Inde, loin d'ici, dans le monde entier, elle a drainé derrière elle des millions de jeunes, souvent très très jeunes, très loin de l'âge du droit de vote, derrière elle. Donc voilà un élément peut-être de fossé des générations. Autre élément, ligne de faille, c'est une divergence très forte quant à l'ouverture au monde et à la question migratoire. Dans les jeunes générations, les attitudes sont toujours plus favorables envers l'immigration que parmi leurs aînés. Ça, c'est une autre ligne de faille qui sépare les générations. Les jeunes, et en tout cas les jeunes français, mais je pense qu'on retrouve la même chose aux États-Unis, ils sont plus nombreux à considérer l'immigration comme une source d'enrichissement culturel. 48% des moins de 30 ans contre 33% des 60 ans et plus. Alors, ce chiffre, 48% des moins de 30 ans, ça veut dire, vous me direz même, que ce n'est même pas la moitié, disons que c'est un jeune sur deux. Donc, j'y reviendrai. Il y a aussi des clivages à l'intérieur de la jeunesse sur ces questions, qui politisent non seulement la société, mais aussi les générations. Mais quand même, si on compare cette disposition d'ensemble à l'ensemble de la population, vous voyez, il y a quand même cet écart entre les moins de 30 ans et les 60 ans et plus. Autre point, et ça c'est vraiment lié à la France, les jeunes sont aussi
défendent une laïcité ouverte et non pas une laïcité fermée, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus tolérants à l'égard des signes religieux, et y compris des signes d'autres religions, au titre de qu'il faut respecter les différences. Il y a une sorte de nouvelle grammaire morale dans les jeunes générations qui s'est quand même installée de façon assez large maintenant, qui s'articule autour de deux notions: la liberté, qui est première pour les jeunes, et le respect. Et la liberté et le respect commencent par, je veux qu'on respecte mes différences, hein, si on est dans un contexte en plus d'individualisation, mais ça nous entraîne un peu loin. Je veux qu'on respecte mes choix individuels, mes idées, et à ce moment-là, ça veut dire aussi que je dois respecter les différences de l'autre. Donc c'est une conception d'une laïcité plus ouverte que dans le reste de la population, ce qui peut créer des tensions en ce moment, ou des débats en France, tels que par exemple le port du voile à l'école, le respect d'un certain nombre de différences alimentaires dans les cantines, pour respecter les religions, etc. Tout ça, ce sont des points de débat assez forts en France, autour de la question de la laïcité, mais qui créent, où il y a des écarts effectivement entre les attitudes des jeunes et de leurs aînés. Par exemple, la majorité des jeunes, 55%, considèrent que la religion musulmane est compatible avec les valeurs de la société française, c'est-à-dire les valeurs républicaines de la société française, et vous voyez que c'est plus que dans l'ensemble, que parmi l'ensemble des Français. Et enfin, ils sont aussi beaucoup plus nombreux, les jeunes, à penser que la société française doit s'ouvrir au monde plutôt que de se protéger du reste du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées souverainistes, populistes, de fermeture qui gagnent certains segments de la jeunesse, mais globalement, encore une fois, ces chiffres doivent être pris uniquement pour ce qu'ils sont, en termes d'écart entre les générations. Et puis, autre différence aussi, ligne de faille entre les générations, mais là on est plutôt, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un effet de période qu'ils vont accentuer. C'est des citoyens plus critiques, qui aujourd'hui sont assez soupçonneux envers la démocratie représentative, qui demandent de la démocratie directe, qui sont assez porteurs d'une culture protestataire qui a gagné en légitimité, mais c'est particulièrement marqué dans les jeunes générations, mais c'est aussi une évolution qui taraude l'ensemble de la société française. On a dû parler, notamment il y a quelques années ici, en étant à l'été, du mouvement des Gilets jaunes en France. Voilà, c'était pas les jeunes, ça c'était les Français, et donc qui cherchent d'autres formes d'expression et qui sont de plus en plus critiques et défiants envers le personnel politique, envers la démocratie représentative. Les jeunes s'abstiennent davantage aux élections, mais j'ai dit que c'était plus un effet de période. Et quand ils votent, les jeunes accordent leur suffrage d'abord aux forces politiques situées aux deux extrêmes de l'échiquier partisan. Je parlais de polarisation tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui se passe en France, extrême gauche et extrême droite. Un jeune sur deux, quand il vote, en France, vote soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, et les partis centraux du centre, que ce soit de la majorité présidentielle, mais aussi centre-droite ou centre-gauche, ne recueillent que peu d'adhésion de la part des jeunes. Et puis enfin, autre point plus problématique, et ça je rejoins un collègue américain, Yascha Mounk, que certains peut-être connaissent ou ont lu, qui utilise ce terme de déconsolidation démocratique et qui montre que dans le renouvellement générationnel sur la longue durée, on observe des risques de déconsolidation de la confiance démocratique dans les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'attachement envers la démocratie. Et puis enfin, autre point de fracture peut-être, la question des réseaux sociaux, la question du numérique, la question de cette surconnexion dont les adultes sont aussi tout à fait coutumiers,
mais qui prend des proportions sans doute encore plus importantes dans les jeunes générations. Quand on voit les chiffres que vous pouvez voir s'afficher là, de consommation, on va dire, de présence sur les réseaux sociaux selon les générations, c'est vrai que c'est un grand changement, en tout cas des grands écarts entre les générations. 70% des 15-24 ans passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, 70%, plus de 2 heures par jour. Et effectivement, les 65 ans et plus ne sont que 6% à passer 2 heures sur les réseaux sociaux. Donc c'est des univers très différents. Et même 25% de l'ensemble des Français, c'est quand même beaucoup moins que les jeunes. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose du côté des jeunes générations tout à fait important. Et autre chiffre, vous les voyez, 73%, donc les 3/4 des 15-24 ans sont appartenir à une communauté d'intérêt sur les réseaux sociaux. Donc il y a des bulles communautaires, si je veux dire, sur ces réseaux sociaux. 22% seulement des 65 ans et plus, et 44% de l'ensemble des Français. Autre chose très importante, on ne sait pas à quoi ça va conduire, mais c'est la première génération, les jeunes générations, ce sont elles qui vont avancer avec l'intelligence artificielle. Alors là, c'est encore un nouveau continent de savoir, de connaissances, de mutations que cela va entraîner, dont, voilà, avec laquelle il va sûrement qu'il va y avoir un fossé entre les plus âgés et les plus jeunes. Et enfin, les enjeux éducatifs et citoyens de la post-vérité et de la pénétration des théories complotistes se posent plus que jamais, puisque notamment avec l'intelligence artificielle, là je vois mes étudiants avec lesquels on a passé une semaine à travailler ensemble sur l'intelligence artificielle et sur les avantages, les inconvénients, les risques, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque de confusion, de flou, dont il faudra bien faire quelque chose entre le réel et le virtuel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc la question de la post-vérité, aujourd'hui, elle se pose vraiment dans le renouvellement générationnel. Alors bien évidemment, le temps avance, alors d'autres lignes de faille pourraient être évoquées, le rapport à l'autorité, la perception des institutions régaliennes, le rapport à la religion, avec en France un regain de religiosité dans les jeunes générations qui apparaît aujourd'hui et qui est très présent. Une attention plus forte portée aux droits humains, aux minorités, le soutien à la cause des Palestiniens. Avec mes étudiants aussi ce matin, on a eu un exposé où voilà, on voit bien la mobilisation des étudiants pour défendre les Palestiniens de Gaza. Donc ça, tout cela, ce sont évidemment des thématiques, des enjeux de société qui mobilisent de façon différenciée les jeunes par rapport à leurs aînés. Mais ce que je pense, c'est que ce sont des écarts qui existent, qui sont forts, mais ce ne sont pas des réelles fractures, que les jeunes souvent minorent ou accentuent certaines évolutions tendancielles caractéristiques d'effets de période plus que de génération. Ce serait en tout cas le constat provisoire auquel je vous inviterai. Mais je ne peux pas finir sans évoquer, on a parlé jusqu'à présent des fractures intergénérationnelles, mais des fractures intragénérationnelles. On a parlé des jeunes comme d'un bloc homogène jusqu'à maintenant, mais les jeunes ne sont pas du tout un bloc homogène. Selon leurs conditions sociales, selon leur niveau d'études, le fait qu'ils poursuivent leurs études à l'université ou qu'ils sortent du système scolaire de façon précoce et soient déjà au travail, le fait qu'ils vivent à la campagne, qu'ils vivent dans les grandes agglomérations, etc., il y a évidemment beaucoup de différences et d'inégalités. Et en France, l'inégalité de diplôme, par exemple, est tout à fait majeure et décisive et discriminant dans les attitudes et les comportements politiques. Donc ça, ce sont des points qu'il faut aussi retenir, avec un autre clivage à part ces clivages d'inégalité sociale et d'inégalité de diplôme, il y a aussi des inégalités de genre assez importantes qui sont visibles maintenant
dans les jeunes générations quant à l'orientation politique. C'est un phénomène récent. On sent des jeunes hommes plus tirés, on va dire, et attirés vers des positions de droite, voire de droite extrême, tandis que les jeunes femmes, tendanciellement, sont plutôt attirées par la gauche et plutôt par une gauche radicale et extrême. J'ai beaucoup montré ça à propos des étudiants de Sciences Po. Donc il y a aussi des clivages entre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui viennent travailler les générations et donc ce sera aussi quelque chose d'important. Donc que conclure, fausser ou pas fausser des générations? Donc c'était ma question de départ. Alors, en fait, des différences des lignes de faille, mais pas d'opposition en termes de bloc à bloc entre les générations. Je pense que c'est important. Le problème de la transmission, qui reste un problème ouvert, qui interpelle les sociétés, mais qui interpelle aussi les familles, qui interpelle tout le monde au niveau collectif, au niveau individuel. Comment transmettre dans cette culture préfigurative, selon la terminologie, la typologie de Margaret Mead, où les jeunes on est dans une transmission à rebours, où finalement la transmission se ferait des jeunes générations vers les anciens, et avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, le numérique, on peut imaginer notamment que ce soit des questions qui se posent, mais aussi avec l'écologie. Le hockey boomer, c'est vraiment bien ça que ça veut dire, c'est-à-dire on ne veut plus que vous preniez des décisions des plus anciens, des plus jeunes, du haut vers le bas, mais on veut maintenant que ce soit les jeunes qui décident du futur de notre planète et donc de l'humanité. Et puis retenir aussi que la prévalence, me semble-t-il, des clivages intragénérationnels sur les clivages intergénérationnels. Il ne faut pas sous-évaluer cela. Voilà les principales conclusions que je vous propose de retenir, avec deux points qui méritent attention. La question environnementale et ses enjeux pour le futur, qui, je pense, est portée de façon beaucoup plus manifeste par les jeunes, mais aussi une autre question qui concerne d'autres segments de la jeunesse, c'est aussi la question démocratique, la montée des populismes autoritaires, avec des risques de déconsolidation dans le renouvellement générationnel. Dans la plupart des pays européens, en France c'est le cas, aux États-Unis vous avez aussi le cas, il y a des segments de plus en plus importants de la jeunesse qui accordent leur voix aux forces populistes, autoritaires, d'extrême droite. Toutes les élections récentes le montrent. Donc c'est aussi des interrogations qui se posent quant à l'avenir de nos démocraties dans le renouvellement générationnel. Merci. Merci. Merci Anne. Merci Anne. Excusez. J'invite maintenant, dans la tradition de Middlebury, les étudiants et étudiantes à poser les premières questions ou faire des commentaires selon votre génération. Bonsoir Anne, merci pour cette intervention. Je fais partie de Baby Boomer. Je ne suis pas tout à fait pas d'accord avec le dessin deuxième dispositif. Mais j'étais heureux de savoir que, selon les recherches, les jeunes ne militent pas contre les vieux, mais contre les élites, les puissants, les chefs d'entreprise, les politiciens. Et je me suis posé la question, mais normalement ce sont des gens un peu plus vieux. Est-ce que vous pourriez
donner un peu de commentaires sur ce point-là? Oui. Ça marche mon micro? Oui, ben, bien sûr, juste remarque. Hein. Bien sûr, ça c'est la question des rivalités de place hein, dans la société. Effectivement, il faut que les jeunes trouvent leur place et pour ça il faut dégager les vieux. Mais c'est pas comme ça que c'est pas l'angle avec lequel ils peuvent comment dire, ils peuvent s'exprimer politiquement ou se mobiliser. Ce n'est pas parce que ces personnes sont âgées que les jeunes vont se mobiliser. C'est pour des motifs autres. Hein. C'est pour le fait que telle entreprise ne respectera pas telle réglementation climatique ou tel aspect du droit du travail. Ils vont se mobiliser pas contre les personnes en raison de leur âge, mais en raison de ce dont ils sont porteurs, on va dire ça. Et vous voyez d'ailleurs que l'âge, très souvent, on me pose la question, est-ce que finalement les jeunes votent davantage pour des jeunes? Est-ce que les femmes votent davantage pour des femmes? Non. Donc les jeunes ne votent pas davantage pour des jeunes, et les femmes ne votent pas davantage pour des femmes. Il n'y a qu'à voir le succès parmi les jeunes en France de Bernie Sanders, ici, de Bernie Sanders, mais en France aussi, où c'est un héros. Il est très âgé, Bernie Sanders, ça n'a rien à voir avec l'âge, hein. Ce n'est pas les personnes âgées qui le soutiennent. Donc, en fait, voilà, c'est ça ma réponse. C'est ce dont les gens sont porteurs. Et par contre, je parle des fractures intragénérationnelles, il y a des rivalités terribles et des luttes terribles entre les jeunes, entre eux. Hein, les jeunes d'extrême gauche ou les jeunes d'extrême droite, il est clair que ça ne peut pas bien se passer. Hein, donc, c'est pas simplement tout ça une question d'âge, c'est justement une question de positionnement politique. Bonsoir. Ma question est, qu'est-ce qui explique, ou est-ce qu'il y a des théories pour expliquer la solidarité entre les générations? Est-ce que c'est parce que les parents sont plus gentils avec les enfants, par exemple? Je crois que c'est le partage. Moi, je l'ai vu au moment du Covid, justement, parce que Armel a rappelé ce travail que j'ai pu faire, qui a fait l'objet d'un livre sur le Covid, où j'ai beaucoup explorer ce qui pouvait se passer aussi entre les générations au niveau familial. Je pense que plutôt que d'opposer les générations, au niveau familial, les jeunes, comme les plus âgés, comme leurs parents, et a fortiori leurs grands-parents, peuvent avoir conscience ensemble de faire face à une situation extérieure de plus en plus anxiogène, à des crises qui se multiplient, auxquels ils doivent faire face d'une certaine façon ensemble. Et de ce point de vue-là, la mobilisation en France des jeunes contre la réforme des retraites était tout à fait révélateur, hein, finalement, de ces liens entre les générations. Les générations ne se pensent pas dissociées, en fait. Elles se pensent justement dans quelque chose qui est associé, dans la continuité. Et donc je pense qu'il y a un regard réciproque des générations. Par exemple, les enfants et les adolescents et les jeunes, d'une certaine façon, ont été, en France en tout cas, j'avoue qu'aux États-Unis, je ne sais pas, parce qu'on n'avait pas eu forcément les mêmes règles de confinement et les mêmes choses que nous avons eues en France, mais il y a une sorte de traumatisme qui reste, de prise de conscience, de pouvoir perdre ses grands-parents si on allait les embrasser, tout simplement, si on allait leur rendre visite et les embrasser et les prendre dans les bras. Le slogan à l'époque du ministère de la Santé qui passait sur la radio, à la télévision, c'était « Si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop ». C'est quand même quelque chose qui ne laisse pas rien, un niveau intime, psychologique, profond, affectif. Tout ça a laissé des traces. Et donc je pense que au travers de cette expérience de la vulnérabilité, on pouvait disparaître à cause d'un virus, je pense qu'il y a de la solidarité, une vision peut-être plus resserrée.
il y aurait d'autres choses à dire. Hein. C'est aussi les familles se sont en partie désagrégées. Je l'ai rappelé, plus de divorces, plus de séparations, il y a beaucoup de familles monoparentales, etc. Mais dans les cercles qui se reconstituent, bon an mal an, dans ces nouvelles familles qui se recomposent, etc., les liens se resserrent. L'affectif joue un rôle très important. C'est une valeur refuge. Quand on pose la question en français, il y a 99% des Français qui disent que la famille, c'est pour eux le plus important. Alors qu'on sait que par ailleurs, on se dispute, c'est horrible, qu'on ne peut pas supporter sa belle-mère, qu'on a ras-le-bol de son père qui raconte toujours la même chose, les frères et les sœurs, n'en parlons pas. Mais en termes de représentation mentale de la façon dont la famille vous habite, dans un monde de plus en plus incertain et insécure, ça reste quand même un repère. Et alors, sans compter qu'en France, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi de la solidarité économique, mais en France, l'État, dont on parlait l'autre jour dans la conférence, du cycle dont on parlait entre la France et les États-Unis, l'État s'est beaucoup défaussé sur les familles, prendre en charge, contrairement aux pays du Nord, par exemple en Europe, où l'État est beaucoup plus interventionniste pour organiser l'autonomie des jeunes. Il y a par exemple dans les pays scandinaves une allocation d'autonomie pour les jeunes. Hein, où très jeunes, les jeunes peuvent accéder à leur autonomie financière. En France, c'est pas du tout comme ça et beaucoup de parents doivent aider pendant longtemps en payant des logements, en payant leur vie, leurs enfants qui font les études, et même ceux qui travaillent déjà n'arrivent pas, étant donné le niveau des salaires, n'arrivent pas toujours à acquérir une pleine autonomie résidentielle, financière, et donc les familles jouent un rôle tampon très important. Voilà. Donc ça explique peut-être ce approche. Oui, Denise. Merci beaucoup Anne pour ce sujet très intéressant. Je me demande si tu peux discuter un peu l'effet de la technologie sur la famille et peut-être si la famille est plus proche maintenant, c'est parce qu'il y a un moyen d'échange, les choses qui arrivent au quotidien qui n'étaient pas possibles dans le passé. Moi, j'échange des textos avec mes deux fils tous les jours. Et aussi maintenant avec ma mère, mais quand j'étais à l'université moi-même, une fois par semaine ou peut-être une fois chaque 2 semaines, j'ai discuté ma vie avec ma mère. Et donc, je me demande si maintenant, on juste sont en communication un peu plus et peut-être ça peut expliquer le manque de tension entre familles. Merci Denise pour cette remarque qui est tout à fait juste. Je pense que là, j'en reviens toujours à la crise sanitaire et au Covid, qui a effectivement nous a fait rentrer dans une autre ère de communication, au niveau privé. Moi, à un moment, j'avais appelé ça la WhatsAppisation de la vie de famille. WhatsAppisation. Parce qu'effectivement, pendant les confinements, souvenez-vous, on faisait des repas sur WhatsApp, des apéritifs sur WhatsApp, des anniversaires sur WhatsApp, enfin bon. Et effectivement, à partir de cette habitude, quelque chose est resté de cela maintenant. Et c'est vrai que les moyens communicationnels ont beaucoup renforcé les occasions d'échange. Après, quel impact ça a sur la profondeur des échanges, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la fréquence des échanges, ça c'est sûr. Alors, mais quand même, paradoxalement, dans les familles en même temps, et je ne sais pas si beaucoup de gens sont concernés ici, mais je pense que oui quand même,
on a des parents qui sont de plus en plus confrontés à des adolescents auxquels ils n'arrivent plus à parler parce qu'ils sont toute la journée, y compris à table, avec leur portable. Donc, en même temps, dans le temps, je me souviens qu'à mon époque, on regardait un film, les dossiers de l'écran, pour ceux qui voient ce que c'est, les dossiers de l'écran, toute la famille, on attendait ça le mercredi soir, le film à la télé, on regardait le même programme. Maintenant, plus personne dans une famille ne regarde le même programme, chacun est sur son téléphone, d'abord il ne regarde plus la télé, mais ou son ordinateur, etc. Donc, en même temps, il y a ce que tu dis, mais en même temps, il y a beaucoup de signes inquiétants aussi quant à la place prise maintenant dans les familles par ces outils et ces appareils. Et le nombre de jeunes parents qui se posent beaucoup de questions sur comment faire, parce que quelquefois, ils n'arrivent pas à les décrocher. Quand on voit les chiffres que je vous ai présentés, c'est effectivement beaucoup, mais ça commence très tôt. Alors maintenant, il y a en France, et je pense aux États-Unis aussi, tout un débat sur à partir de quel âge on interdit les écrans. Donc, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, je crois, en France. Peut-être que vous pouvez me la confirmer, avant 6 ans. Hein, Oui, c'est 6. et avant 15 ans, ils n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais bon, on n'a pas le droit, mais comment on fait? Enfin, j'imagine qu'on doit pouvoir quand même y aller. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, retenons que les rois de la tech, de la Silicon Valley, tous ces grands géants qui mènent le monde aujourd'hui, leurs enfants n'ont aucun écran, ne sont pas sur les réseaux sociaux, retournent à l'école où ils ont des écoles spéciales, où ils n'ont plus qu'un crayon de bois et une feuille de papier blanc, et ça nous fait quand même hésiter. Ouais, Spencer. Merci Anne. Ok, j'ai une question, je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai, mais j'ai l'impression que notre génération ou les générations plus jeunes s'identifient plus fortement avec leur génération. Peut-être c'est grâce à mon âge que j'ai cette impression, mais je suis curieuse, peut-être vous avez des commentaires sur cette fête, si c'est vrai, si c'est faux. Non, c'est vrai, parce qu'il peut y avoir de la solidarité entre les générations, mais pour autant de l'identification et de l'expérience au sein d'une même génération, avec ses pairs, ce qu'on appelle les groupes de pairs. C'est le même mot en anglais, je pense, hein, PAIR. Et donc c'est vrai qu'on est dans cette culture, si on reprend toujours cette classification de Margaret Mead, cette culture préfigurative, eh bien, elle est plus horizontale. Et donc, effectivement, la mobilisation, par exemple, des jeunes, aujourd'hui, quand les jeunes se politisent, ils le font moins par rapport à des influences parentales, verticales, mais beaucoup plus, ils se politisent davantage dans leur génération. Et notamment, très souvent, pour les étudiants, en tout cas, ça passe par l'expérience à l'université. J'ai répondu. Mais les deux ne sont pas opposés. Ok. Peut-être j'ai une autre question. Vas-y. Est-ce que c'est le cas que, grâce à la fête, que le concept des générations, c'est plus bien établi maintenant pour nous, comme les jeunesses? Est-ce que c'est influence le fait qu'on s'identifie fortement comme je suis Gen Z? Tout le monde sait le nom de notre génération, tout ça. Mais je pense avec, par exemple, mon grand-père, si je demandais, c'est quoi ton génération? Peut-être que ce n'est pas la réponse. Alors, est-ce que c'est une troupe? Oui, pourquoi pas? Oui. Alors on en revient à la place des outils de communication, d'information qui effectivement constituent une image. Hein, oui, il y a une circulation d'informations, de contenu qui forcément a beaucoup d'incidence sur la façon dont on peut se construire une conscience de génération. Oui, ça c'est vrai. Oui, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au portable dans les familles. On est la première génération confrontée, nous en tant que parents, à des ados
que nous on en a 2, à des ados qui pratiquent quotidiennement le portable. Et en fait, on est aussi une génération qui avons appris à avoir du dialogue avec nos enfants, à les accompagner, à être en empathie, à les comprendre, à les mettre un peu au centre des choses pour vraiment essayer de leur donner des réponses à leurs questions, de ne pas être dans la sanction systématique, être plutôt dans l'éducation positive. Et donc ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a un lien très fort. Et d'un autre côté, avec cet appareil-là qui est arrivé, il y a un fossé qui s'est créé parce qu'il y a il y a un système de pensée, des modes de fonctionnement intellectuel, des schémas de pensée, de rapport à l'information, par exemple, qui sont totalement différents des autres. À nous dire, mais non, mais moi, je n'ai pas besoin d'écouter tes infos, là, ça, c'est des journalistes. Moi, il y a des chaînes, là, sur les réseaux, c'est très bien. Il y a beaucoup d'infos qui passent. Nous, les jeunes, on a d'autres sources d'informations. Bon, alors, on reste un peu les bras ballants. Parce que c'est vrai que nous, on est formés à écouter des journalistes ou à lire des personnes qui sont, on va dire, experts. Oui, experts. Et on se rend compte que nos ados, en général, pas les nôtres, nos ados, eh bien, eux, ils vont prendre une source d'information comme sérieuse, mais pas vérifiée. Et ça nous inquiète vraiment beaucoup parce que ça génère des opinions, s'il en est. Ça génère aussi beaucoup d'émotionnel. Bien sûr. Ils sont dans l'émotionnel et ils sont immédiatement réactifs. Et on a du mal à gérer ça. Voilà. C'est juste une remarque. Non, mais très bien, ce serait bien que quelqu'un, il n'y a plus tellement d'ados ici, mais un grand ado, ou une grande ado, réponde comment ça se passe de fait. Mais c'est vrai que ce que l'on voit, c'est que, oui, les jeunes maintenant dans les enquêtes, oui, on voit bien qu'ils n'ont plus du tout sur les sources d'information classiques. Et que, oui, tout est sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, oui, bien sûr. Oui, et ça génère, monsieur disait, ça génère une forme de violence aussi, de réaction immédiate, sans prise de recul. C'est très vif. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais je suis d'accord. Je vois. Allez, obligé, Vince, obligé. Et nous ne sommes pas des avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu en cours, voilà. Oui, mais c'est vrai, même en tant que j'ai une organisation à but non lucratif, et on mobilise des jeunes pour essayer de sauvegarder notre patrimoine, nos artefacts, nos pièces d'art qui sont maintenant menacées par des changements politiques. Et en fait, moi je trouve qu'il nous faut, on avait à embaucher toute une compagnie pour gérer tout ce qui est réseau social. C'est incroyable que c'est vraiment, ça fait une grande partie de notre campagne, de mobiliser les jeunes, de mobiliser même toutes les personnes de tous les âges, parce qu'ils sont tous là. Et donc, tout le monde ne reçoit pas des nouvelles, des sources vérifiées, ou des personnes qui ont vraiment, sont des érudits, sont des experts. Et donc, on n'est même pas dans les mêmes faits. C'est incroyable que vous avez mentionné sur les diapos le post-vérité, mais on est vraiment dans le post-vérité. Voilà, c'est tout. Merci. D'où les enjeux d'éducation. Oui, c'est ça, très important. Très important. Oui, j'arrive. Merci beaucoup. Mon question est comment pouvons-nous, comme les gens, fermer les fosses ou créer une meilleure connexion avec notre allié? C'est possible? Comment peut-on? Comment pouvons-nous, comme les gens, fermer le fossé? Comment peut-on fermer le fossé des générations? Le Voilà. fossé, ouais. Des fossés, en fait.
entre générations, Ah. entre les jeunes. Comment les jeunes peuvent réduire le fossé entre les générations? Pardon. Excusez-moi, j'ai du mal comment les jeunes peuvent réduire le fossé entre les générations? Bah, déjà, comment dire, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ressent, mais alors ça c'est peut-être quelque chose de plus, comment dire, de plus personnel que je voulais dire, de plus ressenti, qu'on ne ressent pas à l'école de Middlebury. Je veux le dire tout de suite, pas à l'école de français de Middlebury. Mais d'une façon générale, dans les universités, en tant qu'enseignant, prof, déjà d'un certain âge, etc., on peut ressentir que les jeunes d'aujourd'hui ont moins besoin finalement de nous et de ce que l'on peut leur transmettre. Et pour rapprocher ce fossé de génération dont vous parlez, je pense qu'il faut peut-être inverser cela, c'est-à-dire que les plus anciens se montrent plus intéressés, plus curieux et aussi plus confiants dans ce que les jeunes peuvent apporter. Mais il faut aussi que les jeunes fassent ce travail-là, puisque là tout à l'heure Spencer disait que maintenant ils sont plus dans l'horizontal, mais il faut que quand même les jeunes pensent qu'il y a un peu de bon dans le vertical. Et dans ce vertical, il y a de l'expérience, il y a le fait qu'on a déjà vécu un certain nombre de choses, qu'on sait aussi beaucoup de choses, puisqu'on a des strates comme ça de savoir, d'expérience, et que du coup c'est une richesse aussi pour vous, dès l'instant on peut le transmettre. Et ça, c'est vrai qu'au fil du temps, finalement quand même, il y a une carrière derrière, donc je vois au fil du temps, j'ai senti que les jeunes générations sont moins intéressées par leurs aînés que ça ne l'était, par exemple, quand moi j'étais jeune étudiante, où j'étais complètement admirative. Alors je ne dis pas qu'il faut que vous soyez admirative de vos profs, hein, parce que je suis en train de dire. Mais il y avait quand même, ça, il y avait quand même cette espèce de voilà, c'était pas justement, on n'était pas dans l'horizontal, on pensait que cette verticalité, qui avait par ailleurs des défauts, mais elle pouvait nous apporter quelque chose. On était peut-être respectueux et surtout curieux de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas assez curieux de ce que les anciens ont vécu déjà, comme si ça n'existait pas, le passé, mais on a vécu des tas de choses finalement. Ils ne sont pas assez curieux de ce que les anciens ont vécu et de ce que les anciens savent. Voilà, ce serait ma réponse. Mais bon, voilà. Mais je pense que certains... Oui, alors... Tout le monde m'entend? Oui, d'accord. Pour y répondre, oui. Est-ce que vous trouvez aussi que ce que les jeunes veulent de leurs aînés, de leurs parents, grands-parents, est-ce qu'ils l'entendent? Parce que parfois le rapport entre le plus âgé et le plus jeune, c'est que le plus âgé, c'est lui qui parle. Voilà, c'est lui qui donne des informations, des histoires de l'ancien. Mais c'est anecdotal, mais ce que je trouve, c'est que les plus jeunes, ils veulent être entendus. Ils veulent que le plus âgé, en fait, l'écoute, l'entendre, et puis ensuite donner des commentaires. Parce que moi, je trouve que les jeunes, ils n'est pas intéressés, parce que oui, c'est cet effet qu'ils pensent qu'ils vivent des choses pour la première fois dans toute l'histoire du monde. Et puis, voilà, c'est normal, mais c'est à partir, après avoir partagé ces sentiments, épuisé ce qu'il y avait dedans, c'est là où les jeunes ont de l'espace de recevoir des informations, de recevoir des nouvelles idées. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut faire un chemin respectif à faire pour se rencontrer. Mais quand on regarde tout ça, j'ai l'impression que, par exemple, sur le libéralisme culturel, les plus anciennes générations ont fait quand même un chemin vers les jeunes, vers plus de permissivité, quand même. Voilà. Peut-être qu'il faut faire un chemin aussi de l'autre côté. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez une question? Étudiant potentiel?
merci pour votre représentation. Je trouve ça très intéressant. Je voulais vous demander quel rôle joue-t-elle la classe sociale dans la solidarité entre les générations? Ouais, c'est une question, ça marche oui, une question centrale. Hein, c'est pour ça que, effectivement, je ne pense pas. La question des inégalités, finalement, joue un rôle très important dans le positionnement que l'on va avoir dans la société et bien évidemment, du coup, dans le ressenti que l'on peut avoir de certaines injustices ou la perception de certaines inégalités. Si on est dans une situation sociale défavorisée, ça peut renforcer l'idée que ceux qui occupent des positions privilégiées sont non seulement privilégiés économiquement, socialement, mais qu'en plus ils sont plus âgés, donc effectivement ça peut renforcer des tensions. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette question est omniprésente. Hein, c'est pour ça que je l'ai dit, on ne peut pas parler des générations en faisant abstraction de la façon dont les individus qui composent ces générations sont insérés socialement, économiquement dans la société. Merci. Les boomers remercient les jeunes. Et cette boomer a envie de rentrer chez elle et de méditer à ce sujet. Bonne nuit. Ah oui. J'ai vu Wes, mais elle a déjà dit. Ouais. Elle est comme fan de Wes et de